Posez le décor d'abord. Des murs, des rails, des wagons, la rue. Ses bruits, ses odeurs, ses interdits aussi, mais moins rigoureux qu'avant. Et puis il y a lui dans l'espace public et aussi privé. Ses poscas, ses aérosols, son trait bien noir, bien épais. Ses personnages si singuliers, ses trames de vie, poétiques ou amusantes. J'ai le plaisir de vous inviter dans le monde graffiti de Deben de Rennes. Ensemble, on a parlé de ses débuts, du regard des passants, d'adrénaline, de la part d'enfance évidemment, d'une certaine idée de la joie et de bien plus encore. Attention, vous risquez d'être embarqué dans un univers fascinant. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie Girardin-Lépine, fondatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 3, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, scrutez. Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous entendrez comme il sourit quand il raconte 2 premières fois inoubliables pour lui. Bonne écoute! Bonjour, Deben de Rennes. Bonjour. Bienvenue dans Chamade et je te remercie de m'accueillir chez toi dans ton atelier. Bienvenue. En chaussettes et j'en dis pas trop parce que pour cette toute première partie et pour qu'on te découvre, je te propose un premier petit jeu. Oui. J'aimerais que tu nous expliques qui tu es et ce que tu fais avec une petite contrainte qui est des mots interdits. Donc, Je vais te donner une petite carte sur laquelle j'ai noté des mots interdits. Ouais. Donc, à ne pas utiliser pour nous expliquer qui tu es. Vas-y. Donc, les voici. Ah oui. Donc, je ne vais pas les prononcer. Hein. C'est ça. Alors, bonjour, Deben de Rennes. Je suis un artiste qui travaille dans l'espace public, pas mal, qui a commencé comme ça. J'utilise des sprays, je fais de la... C'est hyper dur. Je m'exprime en utilisant des sprays sur des murs. Là, c'est bon, c'est plutôt bien dit. Mais je peins aussi des toiles. Je participe à des expositions. J'ai un style graphique très prononcé et assez facilement reconnaissable. Je travaille beaucoup de formes simples, une spontanéité dans le trait. Je suis artiste déclaré depuis 2015 et je vis de ça, très correctement et c'est ma passion qui me nourrit désormais. Trop bien, bravo. Il n'y a pas les mots là, hein, non. Bravo, non, il n'y a pas les mots. Et alors maintenant, en une phrase, si tu peux... Je peux garder ça ? Oui, bien sûr, tu peux le garder. Vas-y, pour les archives. Si tu peux utiliser les mots là que je t'avais interdit de prononcer, tu dirais quoi de différent ? Je suis un artiste issu de la culture graffiti. On peut appeler ça street art aujourd'hui, vu que je m'exprime dans des événements publics. J'ai des commandes de particuliers, donc je fais partie de ce grand monde global qu'est le street art, et donc graffiti fait partie. C'est 2 notions différentes, mais sans dire ces mots-là, c'est dur de les expliquer en même temps. Ouais. Je peins donc à la bombe de peinture depuis 93, où j'ai commencé le lettrage, les formes à la bombe, les throw-up, les flops, tout ce genre de choses, et puis le personnage très rapidement dans la rue, sur les rails, dans les entrepôts, sur les trains, classique quoi. Et tout ça m'a amené à l'art en général, au monde de l'art en général, aller dans des expos, rencontrer d'autres artistes. Et puis un jour, j'ai eu moyen d'en vivre et j'ai choisi de le faire. Super. Voilà. Waouh. Quelle présentation. Oui, mais sans dire graffiti, street art, bombe et rue, c'est pas simple. Hein. Ah je sais bien. C'était ça le défi. Okay. Mais tu l'as brillamment relevé. Ouais, merci. Pour démarrer, j'ai une question rituelle que tu connais. Et donc, je te la pose à toi. Qu'est-ce que c'est que le beau pour toi ? Ça peut être tout un tas de choses.
C'est un mot qui est, comment dire, qui est hyper large, quoi. C'est pas mal de commencer avec ça, c'est vrai, mais ça peut durer des heures en même temps. Qu'est-ce qui est beau? Moi, je dirais, qu'est-ce qui est beau? Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Mais c'est surtout visuel chez moi. Mais ça peut être aussi une chanson, ça peut être aussi, mais c'est surtout visuel en général. Et c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui attire mon attention, qui me plaît. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un morceau de trottoir, ça peut être les jambes de ma femme, ça peut tout. La lumière d'un coucher de soleil, le beau, je dirais, c'est quand je réagis, quand je sens cette sensation-là en moi qui me trouble, quoi. Là, je me dis, waouh, c'est beau. Ok. Ouais, moi, ce beau-là, je le loge, je le ressens dans mon ventre et je dis souvent que ça part du ventre. Ouais, je suis d'accord, ça peut partir du ventre, mais c'est un truc dans la tête aussi, des fourmillements, tu vois, un truc. Ouais. Non, quand c'est beau, tu le sais, tu le sens. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais ça peut être diverses choses suivant les personnes, en fait, donc. Et pour une personne, ça peut regrouper un champ tellement vaste, en fait, que c'est difficile d'y répondre concrètement. Qu'est-ce qui est beau? La dernière fois, j'ai acheté un rouge. J'ai acheté un rouge qui était beau. Voilà, quand je l'ai étalé sur le mur, je me suis dit, waouh, il est beau. Mais ça peut être tout un tas de choses, et c'est pas forcément des choses extraordinaires, en fait, quoi. C'est ce qui fait vibrer tout un chacun. Très personnel, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et tellement vaste que c'est dur à le dire, à le décrire, en tout cas. Ouais. Mais t'as donné des exemples super concrets, donc c'est top. Okay. Ouais. Et tu disais que t'avais commencé à mettre de la couleur sur les murs en 93. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier dessin sur un mur? Pardon. Ouais, j'en rigole parce que c'était un truc tout naze, avec des bombes récupérées de l'atelier de mon grand-père, des trucs de mauvaise tôlerie, enfin bref. Et j'ai fait un truc en 2 couleurs sur un mur pendant les vacances, et c'était moche, j'ai failli me faire choper en plus. Mais par contre, ça m'a fait vibrer, quoi. C'était un truc, et puis le lendemain, j'étais fier quand même de l'endroit où il était posé, de ce que j'avais réussi à produire, quoi. J'avais quand même écrit Ben sur un mur avec des couleurs, une forme, il y avait quelque chose, quoi. J'avais construit un truc et j'étais assez content de moi. C'était pas mal. Mais maintenant, j'en rigole, quoi. T'as gardé une photo ou... Non, pas de celui-là. Non, j'ai gardé une photo des premiers trucs vraiment construits, parce que j'ai une période où je faisais... j'écrivais mon nom, j'avais même pas vraiment de nom, en fait. Je pense que je lâchais un truc sur les murs, un peu. J'avais découvert ce moyen-là je pense que c'était plus simple pour moi que de casser des trucs dans la rue, par exemple. C'est bête, hein, mais à mon avis, c'est un peu ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la culture autour et tout ça. Et je me suis dit, je vais construire des trucs. Et j'ai rencontré 2 gars au collège qui m'ont donné envie de construire ça, quoi, de construire une espèce de pièce là qu'on allait essayer de mettre sur un mur ensemble. Et c'était un truc tout petit. Mais on s'est bien éclaté à le faire, c'était cool. Et puis après, on est passé à des formats de plus en plus grands. Et puis après, après, c'était parti dans tous les sens. Mais c'est un truc qui m'a plutôt canalisé, je pense, moi, personnellement, le graffiti. Ouais, plutôt que même si ça amène à faire des bêtises, des choses illégales, je pense que ça m'a quand même canalisé. Ça m'a obligé à comment dire, de me cadrer les soirs où j'allais en mission, entre guillemets, quand je sortais faire des choses interdites sur l'autoroute ou sur les rocades ou sur les chemins de fer. Il faut quand même être vigilant, et on peut pas on peut pas se plier la tête, on peut pas sortir avant, il y a quand même un truc assez pas religieux, mais ça m'a cadré là-dedans. Et puis dans mes rencontres, ça m'a évité de croiser, ça m'a permis de croiser des gens de tout milieu, de tous horizons. Et je pense que ça m'a plutôt ouvert, et je préférais faire des dessins chez moi que traîner en bas des fois. Et je pense que ça m'a canalisé, ouais.
Ok. Et alors déjà à l'époque, tu faisais des collages, donc tu faisais les dessins chez Non. toi Non, à l'époque, je faisais vraiment que des bêtises sur les murs. Ouais, ok. En 93, c'était que des bêtises au marqueur, à la bombe, c'était de l'expression, le tag, quoi. Il y a beaucoup d'artistes d'artistes issus du graffiti qui commencent comme ça, en fait, en faisant des tags moches et bêtes et peut-être mal positionnés dans l'espace public. Enfin, on connaît pas tout. Et puis après, on s'intéresse, on se structure, on continue ou pas, mais on choisit une voie, en fait. Et tout petit, je peux dire un gros mot? Bah ouais, vas-y. Tout petit con qui commence sur un mur à écrire son nom peut potentiellement devenir un artiste accompli, qui fait des belles choses, même pas forcément dans l'espace public, en fait, même sur des toiles où il peut être amené à découvrir la sculpture, à s'exprimer comme ça. Enfin, voilà, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. On est beaucoup à avoir commencé comme ça. Et est-ce que tu avais cette notion à l'époque que peut-être il allait en résulter quelque chose de... Je vois ta question venir, excusez-moi. Ouais. Non, du tout. À l'époque, c'était interdit. C'était la motivation première, je pense, pour tous les gens qui commençaient à ce moment-là, tous les gars. Il y avait quelques filles quand même, hein, mais beaucoup de gars. La motivation première, c'était ça, c'était l'interdit, quoi. Ok. Ouais. Okay. Enfin, je pense, hein, pour peut-être 90% de ceux qui commencent ça, c'est la notion d'interdit qui les fait commencer. À l'époque, après, vers les années 99, 2000, dans ces eaux-là, on a commencé à faire pas mal de stores. Il y a des magasins qui nous commencent des stores, des décos, des choses comme ça, des trucs pas forcément jolis, des décors de bord de mer, des trucs qui nous saoulaient un peu. Mais ça nous payait du matériel, des bombes, ça nous donnait un petit billet, on était contents en fait. Et moi, de mon avis de l'époque, c'était... On pouvait aller guère plus loin. Quelques-uns arrivaient peut-être dans des niveaux un peu plus hauts, mais parce qu'ils avaient un vrai style défini, un truc... Et puis la voie était plus le graphisme à l'époque, pour les graffeurs. Et maintenant, je pense qu'elle est plus artistique, quoi. De toute façon, sur les murs, on exprime des choses qui sont... Le potentiel des graffeurs, il a explosé, quoi. Là, en 20 ans, 25 ans, c'est incroyable, quoi. Je trouve que les styles, ils s'affirment, les gens, ils essayent des trucs et tout, et donc, maintenant, le statut d'artiste, il peut s'atteindre beaucoup plus facilement qu'avant, quoi. Ouais. Ouais, et puis les gens s'intéressent à ça, les villes s'intéressent à ça aussi un peu plus, même si elles sont pas forcément, voilà. Il y a quand même les gens, les passants, donc ceux qui occupent l'espace public, ont compris que le graffiti pouvait être beau. Oui. Mais ça, ils ont mis, 20 ans à le comprendre, quoi. Ouais, 25 ans. Les premiers terrains à Paris et tout ça, c'était dans les fins des années 70, donc la grosse explosion du street art, c'était entre 2007 et 2008. Donc voilà, on est vite à presque 30 ans pas d'ignorance, hein, mais de regard un peu, il y avait beaucoup de préjugés sur la chose, il y avait beaucoup on n'était pas bien vu, quoi. Ouais. On détruisait l'espace public, alors que maintenant on l'embellit, quoi. Et ça a changé quand j'ai repris. J'ai fait une pause à un moment donné dans ce truc d'expression dans la rue, là. Et quand j'ai repris, j'ai vu à quel point c'était devenu facile, entre guillemets. Ouais, je comprends. Ouais, j'ai vu une différence nette, parce que moi, j'ai pas suivi l'évolution naturelle, en fait. J'ai arrêté, j'ai repris. Et j'ai vu tout de suite la différence du regard des gens là-dessus, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que le graffiti a évolué, parce que le public a rencontré le graffiti, mais le graffiti a peut-être fait du chemin aussi vers le public, non, tu crois pas? Non. Si, le graffiti a fait du chemin vers le public, mais il y a des artistes qui restent purement graffiti, mais vraiment des choses très très street, comme Sin, par exemple. C'est un gars, un Américain qui est actif depuis le début, et il est toujours dans ce truc de l'expression, du throw-up, de faire des toiles en série avec des gros signes à la bombe. Mais il fonctionne en tant que crédibilité d'artiste, il en a une énorme, et il continue son travail de rue sur toile,
Et donc ça, c'est vraiment... ça reste très graffiti, pourtant les gens adhèrent maintenant, quoi. Oui. Il y a 25 ans, il n'aurait pas vendu des toiles comme ça. Pas autant, pas... Il produit sur des murs en série de 40, hein. D'accord, ok. Ah, j'irai voir, ok. S2EN. S2EN, ok. Ah, c'est sympa comme nom pour un artiste visuel. Le graffiti, par contre, il a évolué, c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver ses propres codes. Maintenant, il y a des différences dans le mouvement, il y a des styles différents. Il y a l'abstract, il y a les personnages, il y a le lettrage vraiment moderne, ou alors old school, ou wild style. Il y a plein de choses différentes, en fait, des moyens de s'exprimer qui sont complètement fous. Et les gars ou les filles continuent à trouver des choses nouvelles, en fait. Et moi, j'hallucine sur l'utilisation du médium. Souvent, on commence par les mêmes choses, des lettrages ou des personnages. On commence par la rue, le travail de rue, et puis on affirme un style, et maintenant, on arrive à le développer dans la rue, quoi, beaucoup plus. Le regard est plus... On peut proposer des choses plus innovantes, plus facilement qu'à une époque, je pense aussi. Oui. Ouais. Donc les graffeurs, le regard des graffeurs, c'est forcément aussi un peu ouvert, je pense. Oui. Ouais. Oui, parce que vous vous sentez plus libre de proposer des choses variées. Ouais, je pense que il y a une espèce... Tant qu'on essaie de conserver un travail de rue ou autour de la pratique du graffiti, je pense qu'on peut explorer toutes les voies. C'est là où intervient la différence entre graffiti et street art, tu vois. Le graffiti, on utilise des choses pour le mur, c'est-à-dire de la bombe. Oui. S'il n'y a pas de bombe, est-ce que ça reste du graffiti ? Oui, ça peut en être, mais dans des références, dans des gestes, dans des façons de faire. Et le street art n'a pas ces façons de faire. Ok. Et donc, il y a un espèce de... C'est pas un combat, mais c'est plutôt une espèce d'évolution parallèle entre un mouvement qui est né après une date et celui qui existait avant, en fait. Et ceux qui sont vraiment dans le street art, parce qu'il y a une espèce d'emploi un peu péjoratif du terme street art pour les artistes graffiti, le street art n'emploie pas les codes du graffiti. Donc c'est pour ça qu'on y trouve beaucoup de collages, beaucoup de pochoirs, mais il y a des gens qui peuvent faire du pochoir, qui faisaient du pochoir avant tout ça, qui faisaient du collage avant tout ça. Ernest Pignon-Ernest, il fait du collage depuis... qu'il a 20 ans, il en a 70 maintenant, quoi. Donc, ça n'a rien à voir, en fait. Mais c'est dans l'expression. Je pense pas que Ernest Pignon-Ernest faisait du graffiti, ou s'est retrouvé à un moment donné associé dans ces codes-là. Il s'exprimait dans la rue. Ça, c'est un choix d'expression, de lieu d'expression, mais il était il n'a jamais été en lien avec la culture du graffiti, je pense pas. Et les street artistes sont souvent comme ça. C'est pas un jugement, hein, mais il y a pas les mêmes codes. Mais il y a une assimilation globale, ouais. C'est pas facile à dire, de tout ça par le grand public, et qui gêne une partie de ce mouvement-là, qui est le graffiti souvent. Parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance de tout ce travail en amont, de tout cette... comment dire ? C'est pas une lutte, mais de tout ce travail alors que c'était interdit, oui. Pour creuser le truc, et voir des gens, et voir un amalgame créé autour de ça, à savoir que maintenant, n'importe qui peut faire du street art et être associé avec n'importe qui, en fin de compte. Oui. On est dans une espèce de normalisation globale à l'échelle, comme ce qui se passe partout dans le monde, en fait, de nos jours. Le mouvement graffiti et street art n'y échappe pas. Et du coup, il y a... Pour le grand public, il y a peu l'assimilation de ces codes-là, en fait. Il y a peu de différence entre quelqu'un qui a commencé il y a 3 ans et qui colle des petits morceaux de papier grands comme ça dans la rue parce qu'il pense que c'est bien et qu'il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que maintenant, c'est tellement facile qu'il n'y a plus de soucis. Mais la raison première de pourquoi il le fait, pourquoi il va dans la rue. Est-ce qu'il va dans la rue pour être connu ? Est-ce qu'il va dans la rue parce qu'il a envie de décorer l'espace public ? Est-ce qu'il va dans la rue parce que on devient vite un artiste en allant dans la rue ? Ouais.
Tout ça pose des questions qui sont en ce moment assez pas débattues, hein, mais on voit souvent ça passer dans les échanges, dans les choses. Y a un œil qui critique l'autre. Il y a un regard des deux côtés. Il y a peu d'échanges. Ça arrive, hein, il y a des ponts, heureusement, mais ça reste deux mondes assez différents qui évoluent pourtant dans un même truc. Et c'est compliqué d'arriver à faire comprendre au grand public tous ces codes-là. On cherche pas une différenciation, mais quelque chose de plus reconnu que ce qui existe déjà, quoi. À savoir autre chose que du OB ou du JR dans les bureaux ministériels, par exemple, si c'est important pour des artistes, hein. Un réseau muséal beaucoup plus important, une reconnaissance du mouvement, parce qu'il est là depuis les années 60 à Philadelphie. Si on remonte les traces anciennes pour les gros puristes, ça fait un moment quand même. Hein. Donc la reconnaissance, elle est là au niveau de des ventes, au niveau des achats. Sur le marché de l'art contemporain, le street art fonctionne bien. Mais au niveau muséal, galerie, choses comme ça, la reconnaissance, elle est un petit peu là, ça arrive, mais c'est pas assez vu ce que ça représente, je pense, quoi. Ouais. Voilà. Je me suis un peu égaré là. Non, c'est super intéressant parce que j'apprends plein de choses et je suis sûre que les gens qui nous écouteront apprendront plein de choses aussi. Toi, tu te positionnes comment là-dedans ? Est-ce que tu es... Moi, je me positionne pas. Enfin, si, je me positionne, mais j'ai pas de jugement, en fait. J'ai pas de... Moi, ce que je regarde beaucoup déjà, ce qui m'intéresse, c'est la qualité plastique, graphique d'une œuvre dans la rue. Oui. C'est mon premier musée, c'est là que je regarde les choses en premier, quoi. C'est là que ça m'intéresse. Je regarde d'abord la qualité graphique et plastique. Après, les raisons du pourquoi, du comment sont un peu importantes pour moi aussi, quand même. Oui. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, si un artiste, il exploite la rue pour une reconnaissance, je trouve que déjà l'acte, il est biaisé, quoi. Voilà. Et si l'acte, il est biaisé, du coup, je vais moins m'intéresser à ce qu'il fait dans la rue. Par contre, si plastiquement, ça me plaît beaucoup et tout, je vais continuer à le suivre, je vais regarder son travail, mais dans la rue, ça va pas le dévaluer, mais ça va déjà me dire, bon, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, quoi, les mêmes... Dans ce cas-là, qu'est-ce que toi, de Ben de Rennes, tu cherches à... si c'est pas la reconnaissance des gens qui vont voir ton travail, qu'est-ce que tu cherches en créant dans la rue ? Ne pas chercher la reconnaissance. Je sais pas si on la cherche pas, quelque part, après, quand on est artiste en tout cas, déclaré vivant de son art, oui, quelque part, si la reconnaissance nous fait vivre, on est bien obligé de la rechercher. Mais si c'est pas ton principal moteur, c'est quoi le premier moteur ? Ah bah ma joie de créer des choses. Ok. Bah oui, le fait de prendre une page blanche et de me dire tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai une idée, tiens, tac, j'arrive à la poser, j'arrive à bien la poser, ça devient un beau dessin, et puis ça devient un petit graffiti sur un mur, et puis un jour ça devient une grande façade, et là je me rends compte du travail, et je me dis c'est important d'arriver à exprimer des choses. Il y a une certaine joie de créer, quoi. Moi, c'est vraiment la joie de créer une pièce, qu'elle soit sur un papier ou un mur. Je parlais de grandes façades, ça m'arrive d'en peindre, mais dès que le format est grand, il faut le réfléchir avant. Oui. Et donc, il y a moins la notion de spontanéité, de choses comme ça, quand même. Okay. En festival, on peut un peu la voir, parce que il y a peu de festivals qui demandent un regard en amont sur ce qu'on va produire. Donc, on garde quand même une certaine liberté sur le lieu. Mais souvent, des commandes privées ou des choses comme ça, ils veulent vraiment quelque chose de représentatif du dessin qu'ils ont acheté, en fait. Donc, sur le mur, on s'éclate, hein, parce que les dimensions sont folles et tout, oui. Mais il y a plus cette spontanéité du truc qui est le moteur de pourquoi je fais ça, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et quand c'est spontané, ça ressemble à quoi concrètement ? Disons que tu as un mur à ta dispo, et comment ça se passe vraiment Alors, j'ai un schéma d'un truc dans ma tête que j'ai posé en petite esquisse pour me représenter mais rien n'est travaillé.
Ok. Et donc, quand je vais arriver sur le mur, j'ai une grande liberté, en fait. Parce que ça se trouve, le mur va être tagué, je peux l'utiliser, le fond. Je peux utiliser mon système de plein et de vide comme je fais en ce moment, mais là, comme je veux. Oui. Et du coup, sur le mur, il y a une éclate qui est plus... ça devient comme une espèce de grande feuille de papier, quoi. Un grand morceau de composition possible. Et là, il y a l'acte de création, quoi. Et donc, je me garde une grande liberté entre le premier sketch d'esquisse. Je le retravaille pas du tout, quoi. Vraiment, je pose la forme du visage, les cheveux, admettons, l'attitude du corps, ce qui tient peut-être à la rigueur, un espèce de fond, et puis c'est tout. Ok. Quelques traits, et comme ça sur le mur, il y a vraiment... je vais faire passer telle courbe devant telle courbe, tiens, ce morceau-là pourrait se rejoindre avec celui-là, et du coup là on a l'impression de créer sur un format, mais qui peut faire 3 mètres par 4 mètres, quoi. C'est une sacrée feuille de papier quand même. Ouais. Et là du coup ça c'est... Quand ça arrive, c'est cool. Ok. Génial. J'ai vu des photos de l'œuvre que tu as créée sur un mur tapissé au collège Foufoufou. Ah oui, là, c'est récent, ça. Oui, voilà. Et j'ai vu que tu avais utilisé le papier, justement, le vieux papier peint pour la casquette et puis pour une partie d'un vêtement. Je crois que c'est un pantalon, il me semble, d'un des personnages. Je l'ai pas assez utilisé, malheureusement, parce qu'il était déjà tagué. Mais si la tapisserie avait été vierge, j'aurais utilisé plus du papier peint. Ouais, parce que c'était intéressant de faire continuer à faire vivre ce petit morceau du mur qui existait avant. Ouais. Et puis comme ma peinture le permet, avec les motifs, l'utilisation du motif, les pleins, les vides, je me suis dit je vais en profiter. Ah, super. Mais ça c'est pareil, ça se décide sur le moment, quoi. Ouais. Et c'est là que c'est marrant, parce qu'on se dit ah, puis on est content, voilà. Et puis hop, on le fait, et puis bon, on passe à autre chose après, mais sur le moment il y a une espèce de petit truc qui se déclenche, quoi. Oui, là, c'est la joie de créer dans le lâcher-prise et dans l'absence de contrôle sur le support. Et contrôle et de contraintes. Et de contraintes, ouais. Parce que typiquement, le collège Foufoufou, la création était libre, quoi. On faisait vraiment ce qu'on voulait, sur l'espace qu'on voulait, enfin... Et donc, là, on peut se permettre de faire des choses marrantes, quoi. Quand on intervient chez des particuliers, c'est pas la même chose. La commande est vraiment conçue à l'avance, donc je peins une reproduction de ce que j'ai créé. Okay. Le plaisir est plus le même. Ouais. Je prends du plaisir quand même à faire un joli trait, une jolie courbe, c'est pas le problème, mais l'instant de création est passé. Ouais. Sauf si la personne, ça arrive des fois, et quand même assez souvent quand même, les gens me laissent une grande liberté, quoi. C'est-à-dire que il m'arrive quand même d'intervenir chez des particuliers, notamment je pense à quelqu'un qui m'avait commandé une fresque dans son salon sur un mur de 11 mètres. Oui. Dans son salon. Ouais. Et je n'avais qu'à proposer un code couleur. Okay. Il voulait une foule. Oui. Hommes, femmes, bigarrés, comme j'ai l'habitude de faire. Mais j'avais le champ libre. Ok. Voilà. Le mur du fond était gris, donc il voulait de l'utilisation un peu de gris quand même dans le travail. C'était sa seule contrainte. Donc ça laisse quand même une liberté qui est voilà. Et je m'en étais pas donné assez parce que je lui avais proposé une gamme de couleurs qui était trop neutre, en fait. Et il voulait pas ça, il voulait l'exact contraire, quoi. Il voulait vraiment quelque chose d'harmonieux, hein, quand même, mais très coloré, comme j'ai l'habitude de faire, en fait. Il voulait que ça pète. Et du coup, il m'a laissé vraiment... Je lui ai donné en dégradé 7 teintes de couleurs, et il m'a laissé faire les motifs, Ok. Voilà. Génial. Ouais. Et ça peut arriver quand même assez souvent, mine de rien, mais régulièrement quand même, je dirais les 2/3 de mes commandes, il y a quand même un dessin qui est assez abouti, j'arrive sur place avec quelque chose de quand même, assez abouti. Ok. Après, je me mets aussi à la place des gens, c'est difficile, mais des gens ou les structures, hein, des fois c'est pareil, une école va laisser le champ libre complet pour l'atelier, et que je vais faire avec les enfants par exemple, et une autre va vouloir quelque chose de plus construit, une esquisse d'abord de ce que je vais faire, et les élèves vont plus faire du remplissage. Même s'ils peuvent avoir un espace de création, ça va rester quelque chose d'assez contrôlé. Pour l'école, c'est important, il y en a qui ont besoin. Oui. Et les mairies, les espaces publics, souvent, ont besoin. Oui. Surtout quand les espaces sont grands, quand on commence à être sur des murs qui font 50, 100, 200 mètres carrés. Là, forcément, ils ont besoin de se rendre compte de ce que ça va donner. Et puis, il y a aussi qu'est-ce qu'on va y mettre, quoi.
dans les conventions, on signe beaucoup de conventions où ils parlent de choses politiques, par exemple, Oui. ou de l'ordre de la sexualité ou de la nudité. Voilà, c'est vrai que l'espace public, bon, ça t'oblige à certaines contraintes quand même. Oui. Quoi. Mais on peut quand même prendre du plaisir dans ces contraintes. Hein. Alors, si on revient à la partie, clandestine de ton travail, moi, il y a un sujet qui m'intéresse vachement. Il y en a plus là, hein, vraiment, mais... Bon, alors, si tu te projettes un peu en arrière, j'aimerais que tu nous parles de l'adrénaline, de l'artiste de rue qui va s'emparer d'un morceau de l'espace public pour mettre ses couleurs. Qu'est-ce que ça t'inspire, l'adrénaline ? Est-ce que c'est un compagnon, est-ce que c'est une compagne familière ? Moi, j'ai jamais aimé ça. À l'époque, quand j'allais sur les autoroutes et tout ça, c'est un truc, fallait que j'aille reconnaître le lieu avant. Okay. Il fallait que c'était pas monté comme une mission, j'exagère, mais il fallait que je passe voir le lieu de jour pour bien le voir, de nuit pour voir le contexte. Okay. Il fallait que je prévoie mon matos en avance. Correctement pour pas me tromper de couleur, par exemple. Donc il y avait vraiment toute une organisation qui m'évitait le nœud à l'estomac au maximum, quoi. Okay. Parce que moi, c'est un truc, je dis pas, on peut faire des choses quand même avec le nœud à l'estomac, mais moi, c'est pas là que je vais kiffer, quoi. Et donc maintenant, le fait de faire beaucoup de choses qui sont autorisées et légales, c'est quand même vachement plus sympa, quoi, pour peindre, pour créer sur un mur, c'est plus smooth, c'est plus cool. Ouais, donc tu préfères. Bah moi je préfère, mais j'ai plus le même âge, je me verrais plus mettre tout ça en place là juste pour faire une peinture sauvage quelque part. Mais c'est par rapport à ma vie. Oui. Je respecte encore quand je roule sur la rocade de Rennes, parce que c'est la plus près de chez moi. Je regarde ce qui se fait, les nouvelles peintures me sautent aux yeux, je me dis, quand même, l'endroit là, pas facile, tu vois, je continue à regarder en fait tout ça, mais je me vois plus le faire, quoi. Je vais prendre un mur, comment dire, par exemple, une ouverture bouchée au parpaing sur l'espace public, même si c'est pas autorisé, ça je vais le prendre parce que je sais que légalement il y a peu de risques. Oui. Donc il n'y a pas vraiment d'adrénaline. Si la marée chaussée passe, maintenant le regard est tellement ouvert qu'il nous embarque pas systématiquement, et même c'est très rare. Donc c'est juste un dialogue qui se crée. Voilà, ça n'est même plus stressant. Donc moi je trouve que c'est quand même plus cool pour peindre et s'amuser et puis prendre du bon temps quand deux enfants te le laisse, quoi. Oui. Voilà. Et puis de toute façon, ma vie de famille me laisserait pas partir comme ça là au milieu de la nuit, me laisserait pas. J'ai plus le même âge, j'ai plus la même vie, voilà. Mais l'adrénaline n'a jamais été une recherche chez moi. Ok. Ah, c'est super intéressant parce qu'en fait t'as fait malgré elle, en fait t'as suivi cette envie de créer. J'ai fait parce qu'il y a un fort esprit de compétition quand même dans le graffiti. Et à l'époque, c'était vraiment... J'étais là-dedans, donc je m'en rendais compte. Je pense que c'est encore comme ça maintenant, j'imagine. La plus belle place, le plus beau spot. J'ai pris cet endroit en premier. J'ai fait le truc le plus fou, le plus haut, le plus gros, le plus dingue. Enfin, il y a un truc comme ça. Et moi, c'est ça qui me motivait, en fait. C'était l'après et le regard des autres et du milieu sur ce que j'avais pu faire, les copains, voilà. Et puis moi-même, la fierté d'avoir accompli un truc qui me paraissait, voilà, je l'avais préparé, j'ai pu le faire, ça s'est bien passé, j'étais content de moi, c'était plus ça. Ok. Tu parles des copains. Aujourd'hui, les amitiés, les collaborations, elles occupent quelle place dans ta vie d'artiste ? Oula, elles occupent une certaine place quand même, parce que je connais des gars et des filles qui sont artistes ou artistes de rue, street artistes, qui font du graffiti, qui font de la poterie, de la céramique, enfin je connais tout un tas de monde, donc j'en fréquente pas mal. Après, je suis pour les collaborations, mais faut pas s'oublier là-dedans, quoi. J'ai fait des tas de collaborations avec des tas d'artistes et j'ai souvent à cœur de bien faire les choses, et donc j'y mets beaucoup de ma personne là-dedans, et je pense que je m'y perds un peu. Okay. Et j'ai eu besoin à un moment donné de me recentrer sur mon travail,
sur ce que je faisais. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de collaborations, de duos, de peintures communs avec d'autres graffeurs, des gars, des filles. Et puis à un moment donné, je sais pas, je pense qu'on peut se perdre dans la recherche du groupe, quoi. Et moi, déjà, quand je faisais des graffitis, je faisais beaucoup de sorties tout seul, en fait, beaucoup de missions tout seul, j'ai souvent été là-dedans. Mm-mm. Pas solitaire, hein, parce que j'avais un crew à l'époque, et puis maintenant, je peins encore avec des tas de personnes. Ça permet des tas de choses, ça permet les rencontres, tout ça, c'est très intéressant, mais visuellement, le fait de m'être recentré sur mon travail, ça m'a permis de passer une nouvelle étape, je trouve, dans ma création. Et c'est peut-être aussi l'exploration de tous ces gens-là aussi qui m'a nourri, qui m'a amené des choses, hein, c'est possible. Mais à un moment donné, je me suis perdu, mes personnages me plaisaient plus. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des choses avec des gens pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. Tout seul, j'avais l'impression que ça ne valait plus rien, en fait. Je me trouvais vide de création, mais c'était aussi un moment de ma vie qui était pas facile, quoi. Okay. Donc il y avait sûrement un lien avec ça, mais je pense que j'avais besoin aussi de fournir ma création, et je l'ai cherché par le biais des autres, et ça m'a permis aussi de m'ouvrir. À un moment donné, j'ai créé plus de paysages, oui. J'ai créé des choses plus abstraites, je suis retourné un peu vers le lettrage, et tout ça a nourri en fait mon art, et quand je suis revenu au personnage, ça a pris une autre dimension. Et maintenant, je suis dans des choses vraiment construites, des scénettes, des choses, je trouve, plus travaillées qu'avant, plus nourries qu'avant, plus intéressantes qu'avant. Mais le fait de collaborer avec des gens a sûrement nourri aussi tout ça. Mais c'est cette collaboration aussi, à un moment donné, qui a failli me perdre, quoi. Et donc, moi, en tant qu'artiste, je pense que j'ai besoin d'être seul. Okay. De travailler seul, de décider seul, de faire beaucoup de choses seul. Mais ça n'empêche pas de rencontrer du monde et de faire des collaborations et des choses comme ça. Mais je pense à la notion de duo, par exemple, c'est des expériences que j'ai pas forcément envie de renouveler. Le côté d'essayer de se monter en équipe, entre guillemets, avec certaines personnes et d'adopter une routine dans le travail, c'est pas quelque chose qui me donne envie non plus, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a des différences, des choses qui se créent. Et si on est ami avec les gens ou qu'on s'entend bien avec eux, ça peut créer des dissensions, ça peut créer... Et puis on peut vite mélanger le perso et l'artistique, le perso et le travail, quelque part. Et tout ça, moi, je pense que ça me déborde. Voilà. Et donc, je préfère me centrer autant sur ma création que ma vie de famille, que mes amis, que ce genre de choses. Et l'artistique, bah, si les connexions se créent, elles se créent. Mais je les cherche beaucoup moins qu'avant. Ok. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une petite partie de ping-pong ? Oui, pourquoi pas. Un total impro. Merci de me suivre. Donc, je te lance un premier mot et l'idée, c'est que tu m'en renvoies un le plus rapidement possible. Et okay. J'essaierai de faire pareil, sachant que pour moi, c'est difficile d'être dans la spontanéité de... Donc, tu me renvoies un mot en rapport avec le mien. Exactement, okay. Ouais, c'est ça. Et on essaye d'aller vite. Allons-y. Alors, le premier mot... Posca. Peinture. Couleur. Rose. Ah, j'aurais dit pareil. Paillettes. Flashy. Fluo. Contraste. Noir. Contraste. On se croirait dans Pyramide. Noir. Imperméable. Imperméable. Dommage. D'accord. Déception. Déception normale. Standard. Standard. Utile. Équipement. Nécessaire. Futile. Y a rien qui me vient là. Tu veux qu'on arrête là ? Je sais pas, si la partie est assez longue, oui. Comme tu veux, c'est toi qui décides. Bah ouais, alors attends, j'essaie de t'en... C'était quoi ton mot d'avant ? Nécessaire. Nécessaire, tu m'as dit futile. Ouais. Alors attends, je vais essayer de dire autre chose que futile. Nécessaire. Important. Picasso. Ok. Picasso. Profil. Ligne. Courbe. Geste. Main. Geste.
Je vais en donner un dernier, je te laisserai la fin, la conclusion. Le mot de la fin. Alors attends. Donc tu m'as dit encore geste, en plein, en pleurs. Ampleur. Ciel. Pas mal. Merci pour ce ping-pong. C'est pas évident, hein. Match nul. Ouais, match nul, c'est ça, on va dire ça. Elle est où la part d'enfance quand tu crées ? Ah bah partout. Partout parce que je travaille volontairement un trait enfantin un peu, un univers un peu enfantin. J'essaye de garder une trace de cette énergie de l'enfance en fait, de cette spontanéité de l'enfance. Et puis dans mes motifs, dans mes choses, dans le décalage de mon propos, des fois j'essaye des fois je travaille mes personnages comme si c'était des enfants. Ça m'arrive. Des fois je décale le propos avec une couleur qui est pas celle qu'on attend forcément. J'essaie d'être dans un trait assez simple, des formes simples, des motifs comme des gros points, des croix. Voilà, je pense que dans mon dessin, j'essaie de garder une part d'enfance, mais elle est volontaire en fait. C'est un peu le côté sale gosse. Voilà, il y a un truc comme ça, mais ça me permet aussi d'employer la spontanéité du geste. Ça me permet d'utiliser des gros traits de contour. Ça me permet d'utiliser, je trouve d'une façon cool mon travail, et ça peut créer un décalage avec le propos aussi des fois. Voilà. Je pense notamment à un gars là qui m'a fait une commande, qui se reconnaîtra peut-être. C'est un dessin que j'avais fait, un vieux dessin c'était une série en fait. Il y avait des gars et des femmes qui étaient pendus à un ballon en forme de cœur. Okay. Et ils étaient suspendus dans le vide, donc pendus d'amour, mais le titre était rédigé comme le jeu, c'est-à-dire avec une petite case. Ça s'appelait Amor, mais il y avait le petit trait vide du U, et comme ils l'ont pas trouvé, l'amour, ils sont pendus, quoi. Okay. Mais il y a ce rapport enfantin que j'essaie de mettre. C'est juste, j'y pense parce que là, la commande, on me l'a faite hier, mais j'essaie de même dans mes titres, même dans des choses comme ça, j'essaie toujours de créer un petit décalage qui, pour moi, est un truc un peu ouais, qu'on a entre 10 et 12 ans, de décaler le propos et d'être à côté de la plaque volontairement, des fois, parce que le monde adulte nous emmerde, hein, pour être franc. Et comme moi, il m'agace un peu profondément quand même, sur plein d'aspects. C'est une manière d'exprimer ça aussi, de m'exprimer, de dire quelque chose aussi en utilisant ce moyen-là, quoi, de conserver. Je suis pas un Peter Pan, hein, je suis un adulte, mais dans ma joie de créer, il y a une spontanéité qui n'est pas adulte, quoi, c'est clair. Ok. Voilà. Et alors, si on reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais des ateliers que tu organises parfois dans des écoles. Ouais. Donc, tu interviens auprès d'enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre aux enfants que tu rencontres ? Bah, je le fais autant pour ça que pour moi. La transmission, comme tu disais. Ouais. Parce que j'ai à cœur... j'ai dans ma tête... J'étais pas dans un super collège. J'ai pas eu, je pense, de super ateliers scolaires. Même à l'école, j'ai pas de souvenir d'ateliers vraiment transcendants, de choses. Il y a des gens qui sont intervenus, mais c'était toujours des choses un peu qui me passionnaient guère. Ou peut-être la façon de le faire, même passionné guère. Et moi, j'ai à cœur d'essayer une fois dans un centre de loisirs, il y a un pyrograveur qui est venu, et il nous a fait la technique de la pyrogravure sur 2 jours, et je m'en rappelle, et pourtant j'étais petit, j'avais 7 ans, 8 ans, et je m'en souviens, c'est un de mes souvenirs de artistiques, quoi. Et le gars a réussi à nous transmettre un truc, on a fait un dessin là, on l'a fait à la pyrogravure, on en garde un souvenir, on a gardé une petite pièce de ce qu'on a fait, et il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et donc pour moi, je pense que les ateliers scolaires, ça participe à l'éducation. Oui. Et pendant ces ateliers-là, il se passe souvent, quasiment tout le temps, un truc, c'est que les élèves qui d'habitude sont déconnectés arrivent souvent à proposer des choses assez folles, quoi.
Ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à prendre possession de ce moment-là, ils arrivent à reconnecter avec le groupe, il se passe quelque chose souvent pour ces élèves-là, en fait. Quand un atelier est réussi, et souvent le mien, alors c'est peut-être le fait que ce soit graffiti, c'est peut-être plus facile pour eux d'aborder ce truc-là, mais il se passe souvent ça, et puis pour plein d'autres élèves, ça leur ouvre le regard sur plein de choses, quoi. Ils ont une question qui revient notamment souvent, c'est si je vis de mon travail, si c'est mon travail. Et donc je leur dis oui. Et je sais qu'il y a il y a pas mal d'enfants qui réagissent. Il vit c'est son travail, c'est vraiment ton travail. Tu fais de la peinture, des dessins. Ouais, c'est mon travail. Et donc il peut se passer un truc dans le domaine de l'éducatif et dans l'ouverture d'esprit des enfants. Et donc voilà, je le fais pour ça, et je le fais aussi parce que ils sont complètement dingues, ils sont frais, tu vois, leur regard sur les choses, il est frais, et sur mon travail, il est frais, ils me vannent sans problème, non mais vraiment c'est super cool, et du coup je trouve que c'est bien de se confronter à ce public-là en tant qu'artiste, ça amène plein de choses, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'amène plein de choses. J'ai des potes artistes qui ont essayé, avec qui eux, ça leur a rien créé, ou ça s'est pas bien passé, enfin, j'en sais rien, mais ça leur a pas plu, quoi. Mais moi, c'est un truc qui... j'aimerais bien pouvoir continuer à faire des ateliers tout le temps, en fait, quoi. Je dis ça maintenant, mais même si un jour je vends des toiles, je produis juste un travail d'atelier qui me permet de vivre correctement et tout ça, et que j'ai plus besoin de faire ça, je pense que j'essaierai toujours de trouver... des ateliers, parce qu'en plus j'ai la chance d'en faire des intéressants, avec des durées confortables, avec une vraie pédagogie derrière, une vraie réalisation, du temps pour ça, enfin. Et du coup, je pense que les enfants ont besoin de vivre des choses comme ça. Et tous ceux qui le font, moi je suis pas mal de graffeurs qui font des ateliers pour ça, ça se sent, et je trouve ça génial, quoi. Moi j'adore. Et si ça pouvait continuer à faire partie de ce que je fais, je continuerai avec plaisir, je sais pas jusqu'à quel âge, jusqu'à que je puisse, mais comme on monte jamais très très haut avec les enfants, bah, je pense que le plus tard possible, quoi. Ouais, tu dis que tu penses qu'ils en ont besoin. Moi, ce que je trouve assez marquant dans ce que tu dis, c'est que des enfants soient surpris, enfin déjà te posent la question de savoir si tu vis de ton travail et soient surpris par ta réponse affirmative. La question c'est plutôt, est-ce que c'est ton vrai travail ? Parce qu'ils se rendent compte du travail, la notion de travail de l'artiste, ça, ils arrivent quand même à le capter. Mais est-ce que c'est ton vrai travail ? C'est souvent ça la question. C'est-à-dire, est-ce que tu gagnes de l'argent avec ça, je pense. Et ouais. Ouais, je trouve ça fou, en fait, que déjà, à leur âge, ils se posent cette question si sérieuse et si cadrée d'un monde adulte, en fait. Moi, je pense que c'est issu d'un stéréotype qui est constant de l'artiste pauvre et maudit. Et moi, je pense que c'est juste ça, en fait. C'est le résultat d'un regard éducatif parental de quelque chose. C'est que c'est pas inné chez eux, ils l'ont entendu quelque part. Ouais, ça. je pense, ou ils ont l'impression de le voir, peut-être de se dire... c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes, quand ils travaillent, on est habillés comme des chiffonniers, quoi. Et peut-être que leur regard se dit, oh, bah, il est pauvre, le monsieur. On sait pas, ce qu'ils se disent dans leur tête d'enfant. Et donc, s'il est pauvre, le monsieur, peut-être qu'il devrait travailler à côté. Donc, on sait vraiment pas trop ce qu'ils se disent, mais souvent, ils posent cette question-là. Ouais. Tu leur as jamais demandé pourquoi ils te la posaient ? Non, parce que pourquoi il la pose, la question elle existe, elle est là. Sur un atelier, déjà, je réponds à beaucoup de questions, et je t'avoue, si je commence à creuser tous les sujets comme ici avec toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. J'y penserai la prochaine fois qu'elle interviendra, cette question-là, peut-être à essayer de mettre un coup de pelle en plus pour voir ce qui se passe. Tu me diras. Ça marche. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie pour toi, Ben ? Alors là, je pense que ça dépend des gens. Pour toi, ouais. Pour moi, là, c'est là, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal, parce que je vis de ce que j'aime, je vis avec quelqu'un que j'aime, j'ai du temps pour mes enfants, j'ai de l'argent pour partir en vacances,
j'ai pas, je sais pas comment dire en fait. J'ai l'impression que j'ai réussi à construire quelque chose de confortable pour moi-même. Et du coup, là, je t'avoue que là, ce qui se passe depuis quelques années, ça me convient. Après, je vais pas faire le gars désintéressé. Ça sert à rien. Hein. Plus je gagnerai d'argent, plus je serai content. Mais c'est important cette notion de temps en fait. Je pense que si tu veux, quand j'ai commencé à travailler, j'étais vendeur dans des boutiques, tu vois, avec les horaires, tu t'imagines un petit peu, à rallonge. Je suis devenu commercial, mais c'est pareil, c'est des horaires à rallonge. Et puis j'ai choisi à un moment donné de changer de voie pour ça, pour avoir du temps en fait pour moi. Parce que j'avais l'impression de rien vivre. Enfin, c'est pas que je vivais rien, je sortais, je faisais des tas de choses, mais je partais de chez moi, il était hyper tôt, je rentrais chez moi, il était hyper tard, et j'avais l'impression de rien faire que de manger, de boire un coup avec des copains ou de regarder la télé, de dormir et rebelote, et rebelote, et rebelote, et super, on a de l'argent pour le week-end, mais le week-end c'est hyper court, quoi. Et du coup, quand j'ai fait ma formation, dans les choix primordiaux, il y avait ça, il y avait le temps. Je voulais un travail où je travaille sur horaire décalé en demi-journée pour avoir une demi-journée de libre. C'était déjà ma motivation première. Et je suis donc devenu AMP, j'ai travaillé avec des personnes handicapées, et je suis venu m'installer à Rennes, et Rennes m'a donné envie de me remettre au graffiti, et un jour j'ai eu l'option, j'avais de plus en plus de commandes, et un jour je me suis dit, peut-être que si je travaille plus, en peignant plus, peut-être que je gagnerais un peu plus de sous, et peut-être que là je pourrais en vivre en fait, parce qu'à un moment donné j'étais rendu à faire que les deux, quoi. Je travaillais avec des personnes handicapées, je peignais. Je mangeais, je dormais, je retravaillais avec des personnes handicapées, je peignais, je faisais plus que ça, en fait. Et je me suis dit, il va falloir que je choisisse, quoi. Et donc, j'ai pris le risque. Je me suis dit, j'arrivais à la fin d'une mission. Je me suis dit, je peux me mettre en dispo un an et demi, on va voir ce que ça donne, en fait. Et puis, c'est parti, quoi. Ouais. Je pense que là, aujourd'hui, franchement, j'aimerais bien ne pas retravailler dans un circuit normal, quoi. Tu vois, si je pouvais rester artiste, là, comme je fais toute ma vie, je suis heureux, là, comme ça. C'est pas mal. Génial. Mais la motivation première, c'est vraiment celle-là, c'est le temps de disponible pour les miens, quoi. Ouais, pour ma vie, et donc forcément ma vie de famille. Ok. Voilà. On arrive à la dernière partie. Ouais, vas-y. Le rituel de fin, en 2 parties. La première partie, c'est une question. Ouais. Ça m'intéresse de voir comment tu vas y répondre, parce que elle résonne pas mal avec ce que tu disais juste avant. Pour toi, c'est quoi le bénéfice majeur à t'être écouté et avoir choisi la vie que tu voulais vivre ? Le bénéfice majeur, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir du temps, quoi. Le temps, mais aussi la liberté, la création, d'avoir réussi à faire un truc qui me paraît assez fou, quoi. J'avais moi-même, quand on parlait des enfants tout à l'heure, j'avais moi-même cette notion d'impossibilité de vivre de son art si on n'empruntait pas les bonnes voies. Ok. Je pensais pas que c'était possible. Jamais j'aurais pensé que c'était possible qu'un jour, moi, je puisse vivre de mon art. Pour moi, c'était réservé aux bourgeois quand j'étais petit. Ok. C'est con, hein. Mais... Et donc, cette satisfaction-là de vivre une carrière, entre guillemets, je sais pas si on peut dire carrière, mais de vivre d'un travail artistique alors que je pensais que c'était pas possible avant, mais d'avoir réussi à le construire, et là maintenant, à la quarantaine passée, avec un peu d'observation de tout ça, je me dis que j'ai de la chance, quoi, d'avoir réussi à faire ça. Pour moi, ça représente quelque chose qui est assez foufou, quoi. Alors qu'un autre gamin aurait pu être élevé dans ces conditions-là, tu seras un artiste, mon fils, et puis il est artiste, il est logique, c'est super, il marche et tout, mais ça se trouve, il est frustré parce que c'est logique, peut-être que c'est le plan de carrière que papa voulait, mais que lui préférait s'éclater à faire du graffiti. J'en sais rien, hein, tu vois, mais moi j'ai vraiment ce truc de satisfaction un peu personnelle d'avoir réussi à arriver à un truc comme ça, là, de faire des expos et de travailler un dessin, un trait qui plaît aux gens, quoi, et qui me permet de vivre. Je fais que ça. Et de ressentir la joie de créer chaque jour. Ouais, c'est ça, la joie. Mais tout ça, c'est... Enfin, je pense que c'est idiot, c'est vrai que j'en parle pas, mais c'est... Pour moi, tous les artistes qui créent, ils ont la joie de créer, quoi. Mais peut-être pas, t'as raison.
j'ai traversé des périodes dans ma vie où j'étais pas forcément heureux de créer, quoi. Et justement, quand t'es artiste déclaré, bah, t'es quand même pas obligé à une production, mais t'es quand même obligé ça devient un travail, donc t'es obligé quand même de continuer à avancer, quoi. Et c'est vrai que quand t'es pas bien, la création, elle est des fois forcée, elle est des fois dure à mettre en place, et elle vient pas, il y a quelque chose de... Mais en général, l'artiste, il est heureux de créer, les choses... Enfin, pour les artistes que je connais souvent, quoi. Mais l'acte de création reste heureux, quoi. Après, les conditions de vie, tout ça, c'est autre chose. Mais l'acte de création, souvent, les artistes, ils sont quand même heureux. Hein. Super. Bon, alors maintenant, je te propose de nous raconter un grand moment. Alors, tu m'as dit que tu avais deux idées, donc je vais te laisser dérouler celle que tu veux ou les deux. Je t'ai teasé que j'avais 2 idées. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et l'idée, c'est que les auditeurs et les auditrices et moi, on ferme les yeux pendant qu'on va t'écouter. Et c'était quoi ta question ? La question, c'est nous raconter un grand moment de création dans la rue ou dans ton atelier, comme tu veux, vraiment... Ouais, un événement marquant, moi, tu m'avais communiqué. C'est ça. Un moment marquant ou une peinture marquante. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que le choix est difficile, hein, parce qu'on peut en produire, on produit pas mal, surtout dans le graffiti, on peint beaucoup. Et du coup, je me suis dit de quoi je pourrais parler, quoi, parce que je pouvais parler de beaucoup de choses. Et donc j'ai choisi de parler des genres un peu les premières fois, quoi. Voilà. Et donc je vais te parler de ce grand bonhomme que j'ai collé dans l'escalier du Carthage à Rennes, là, sur du papier Ouest France, et c'était mon 2e personnage collé. Et j'ai pris un plaisir fou à le dessiner. Il était très grand, hein, il faisait 2,20 m, quelque chose comme ça en hauteur. Donc, c'était, pour moi, déjà, à l'époque, c'était une grande pièce, quoi. Et j'avais la volonté de le mettre à cet endroit-là. Et puis, ça correspond à une époque, c'était le début, j'étais un peu, comment dire, tout content de ces choses-là, de sortir collé dans la rue et tout. Ça me plaisait beaucoup, quoi. J'avais l'impression de reprendre ce qui m'avait motivé dans ma jeunesse, la création dans la rue. Il y avait un truc un peu comme ça. Ça m'a fait du bien, quoi. Et j'avais choisi cet escalier-là parce que c'était un lieu de beaucoup de passages rennais à ce moment-là. Il était très emprunté. Après, il y a eu des travaux dans la rue, donc un peu moins, mais... Et puis c'était un squat aussi pour les personnes SDF, les personnes à la rue. Ils squattaient souvent l'ombre de l'escalier, les jours de soleil. Voilà, c'était aussi le lieu à urine du coin. Donc au niveau des odeurs, tu cherchais des petits détails, je t'en donne. Mais ça reste la rue, quoi. C'est un espace de création où souvent ça sent la rue, hein. Et la rue, ça sent pas forcément bon. Mais du coup, nous on y met de la couleur et c'est cool. Et je suis arrivé là un peu naïf et j'ai collé ce grand bonhomme. Et j'ai galéré parce que j'étais obligé de lui couper les pieds, enfin un de ses pieds, pour le faire passer dans le format de l'escalier, la diagonale de l'escalier. J'étais un peu amateur à l'époque, hein, je calculais pas tout. Et j'ai un peu galéré à le mettre et tout, mais ça a été un bon moment parce qu'il faisait beau, parce que y a un SDF qui s'est assis à côté de moi, il m'a regardé faire, il a trouvé ça super, il m'a dit merci à la fin. Je sais pas pourquoi. Et puis ça correspond à un moment de ma vie qui était, voilà, cette reprise un peu du mouvement... pas graffiti parce que c'était du collage, mais ça correspondait plus à ce que je faisais à l'époque, à ma vie de famille, et j'avais envie d'aller là-dedans. Et ce premier grand perso là, je me suis dit t'as fait un truc cool et tout, il est bien là, la couleur sur ce mur, c'est chouette. Et en plus il a eu un retour des gens là incroyable. J'ai reçu un nombre de selfies mais complètement dingue, de gens se prenant en photo devant. Donc en plus de ce bon moment passé, il a eu un succès qui est... Voilà, j'en parle parce qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, quoi. Et on m'a vu. Et puis voilà, pour le premier. Génial. Je sais pas s'il y a assez de détails, du coup. C'est bien, c'est super. On peut le voir où ? Alors, est-ce qu'on peut le voir ? C'est celui-là, là-bas, derrière, là, qui est sur l'escalier, là, tu vois, le grand, là. Ouais. Et donc, celui-là, on peut plus le voir, non ? Il est éphémère. C'était un papier collé. Il a disparu. Il est resté assez longtemps, hein, mais oui, il a fini par être arraché avec le temps, et puis au bout d'un moment il finit par nettoyer quand l'aspect il est un peu sale et puis ils finissent par tout enlever. Okay. Mais il est resté un petit moment en place, et puis j'étais content quand je passais à côté, parce que je me disais, il y a toujours cette histoire de traces, mais c'est vrai quand on repasse devant ce qu'on fait, des fois on se dit c'est bien joué là, d'avoir mis ça là à ce moment-là et tout, c'est bien pensé. Des fois on est assez content de nous, quoi. Et donc celui-là en faisait partie. Celui-là il en faisait partie.
Et puis il y a une deuxième fois, première fois, du coup, c'est ma première vraie façade avec un échafaudage et tout le tout team. Et donc le mur faisait 11,50 m en hauteur. Wow. Pour la partie haute de la pièce. Et donc c'était assez impressionnant, quoi. Il y avait 4 niveaux pour peindre. Je me suis fait aider par une pote, Kim, qui est graffeuse aussi. Et c'était un bon moment parce que ça a été une semaine. Il a fait hyper chaud, mais le beau temps était avec nous. Et puis il y avait cette notion de découverte, quoi, de faire un quadrillage pour pouvoir reproduire la pièce en grand, parce que c'est vrai que c'est très grand une pièce. Hein. Enfin, quand on peint sur une façade, les dimensions du mur de la pièce étaient 8,50 m par 6 m. Donc tout de suite, la feuille, là, elle devient très très grande, quoi. Et le recul, pour arriver à faire les choses dans les bons formats, le recul est nécessaire, et de poser un quadrillage sur le mur aussi, du coup. Et donc, on a appris des tas de choses, en fait, sur cette peinture-là. Ça a duré une semaine, et ça a été... moi, ça m'a fait du bien, parce que je suis en quête d'apprendre des choses, de découvrir des choses, et donc ça, c'était vraiment encore une nouveauté, quoi, dans mon travail, de faire sur un grand support comme ça, quoi. L'accouchement a été assez difficile, enfin ça reste un grand format, c'était la première fois que je le faisais, mais ça s'est bien passé tout le long, j'ai bien maîtrisé l'ensemble des choses et tout, j'étais content de moi. Et quand ils ont enlevé cet échafaudage devant, là, la pièce était, de voir son travail sur une dimension comme ça, c'est assez fou, quoi. C'est vraiment... Et donc là vraiment, j'ai l'impression de... Pas d'être à nouveau un débutant, quoi, parce que je me considère toujours comme un peu bon. Mais le côté vraiment d'essayer pour la première fois de faire un gigantesque dessin, quoi. Ouais, j'avais l'impression d'être... voilà, et puis le moment était agréable, la vue était agréable. Parce qu'à 11,50 m, la vue est dégagée, hein. Oui. Et puis en plus, on donnait sur la gare de tri avec les wagons tagués et tout, l'atmosphère était là, tu vois. Donc c'était chouette, quoi. Et puis je me rappelle ce moment à peindre sur la fresque, en fait, les personnages se grimpent les uns sur les autres pour essayer d'attraper le pompon, qui est une bombe de peinture accrochée à une ficelle sur la cheminée de la maison, du pignon de la maison. Ok. Et donc là, on est à 11,50 m. Et donc c'est vraiment la première fois où je peignais à une hauteur comme ça, quoi. Et j'avais le droit de le faire, et j'étais payé pour le faire, et là, vraiment, j'ai eu un sentiment de me dire, waouh, là, il s'est passé un truc, quoi. Et cette façade-là a déclenché d'autres grosses commandes aussi, des grands murales, des choses intéressantes, participation à 2 festivals, enfin, des trucs comme ça. Mais vraiment, là, ce truc de taille et enfin... Tu sais, on parlait de ventre, là, tout à l'heure, mais c'est ça, vraiment, ça te prend, là, et t'as l'impression de faire quelque chose qui est marquant, hein. Tu sais que tu vas garder le souvenir de cette peinture-là toute ta vie, là, c'est sûr. Mais comme le personnage collé, je me suis dit un peu la même chose. Je me suis dit, là, quand j'ai vu comment il était collé et tout, je m'étais dit ça aussi. Je m'étais dit, waouh, il est bien, là c'est bien ce que t'as fait, tu vois. Et ben là, pareil, la façade, je me suis dit... Après, étant artiste, quand j'avais fait le personnage collé, je gagnais pas encore ma vie avec ça. Là, quand j'ai fait la façade, je gagnais ma vie avec ça. Donc le regard était plus, professionnel. Les bonnes courbes, les bonnes teintes, est-ce que toutes les épaisseurs étaient bien là, tac, tac. J'ai vraiment essayé de tout faire bien, mais le regard final sur la chose était le même, quoi. Comment dire, pas la surprise, mais de le voir en situation, je me suis dit, wow, cool, quoi. Ouais, cool de vivre ça, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Ben de Rennes. Bah, pas de quoi. J'espère que j'ai bien répondu aux questions et que j'ai parlé clairement. C'était top. Je te remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Ben de Rennes et mes autres faiseurs de beau. Et vous pourrez y participer en exclusivité à un concours hors du commun pour tenter de remporter une œuvre originale de l'artiste. Oui, vraiment. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.